Bienvenue dans cette nouvelle interview inspirante où nous accueillons Gary, un artiste 3D français qui a fait le choix audacieux de tout quitter pour s'installer en Thaïlande. Au cours de cet échange, Gary nous partage son parcours unique, depuis ses études en art numérique en France, ses expériences professionnelles dans des studios renommés, jusqu'à sa décision de s'établir à Chiang Mai. Il nous parle des défis qu'il a relevés en travaillant à distance, de son apprentissage de la langue thaïlandaise et de son immersion dans une culture riche et bienveillante. Gary aborde également l'impact du Covid-19 sur sa vie, sa vision sur l'intelligence artificielle dans le domaine artistique et comment vivre à l'étranger a enrichi sa perspective personnelle et professionnelle. Si vous êtes curieux de connaître les réalités de la vie d'un expatrié en Thaïlande ou si vous envisagez vous-même une telle aventure, eh bien cette interview vous offrira des insights précieux et des anecdotes captivantes. Préparez-vous à être inspiré par le parcours de Gary qui allie passion, résilience et ouverture d'esprit. Là où j'habitais avant avec mon ex, on était à côté d'un club de nuit qui était tenu par un ladyboy. Quand j'ai arrêté avec mon ex, Amy, il s'appelle. Amy m'a dit ouais, tu viens au bar, Gary, do you want to go to the bar? Je dis ouais. Donc j'y suis allé. Dans les bars, je suis en mode assis, je bois mon verre, je regarde les gens danser, et puis dans ma tête, je détaille un peu, tu vois. Amy vient et tu veux un verre, Gary? J'ai dit ouais non, mais je conduis, j'ai la moto, tranquille, tu vois. Et il insiste. Mec, insiste pas, j'ai ma moto, je vais pas m'éclater en moto. Au final, je bois un petit peu. Et il voulait me saouler. Et je dis attends, je vais aux toilettes. Et il me suit aux toilettes. Et il lock la porte. Il fait allez, Gary, il commence à me tripoter. Je dis non, faut faire ça. D'où est-ce que tu viens? Alors je viens de Paris, Hermont. Hermont, à la base, je suis né à Sarcelles. Mais je suis parti vivre à Hermont pendant pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce que j'ai acheté mon appartement jadis. Donc ouais, j'ai la banlieue parisienne, quoi. D'accord, bon, on n'est pas loin. J'habitais à Garges-les-Gonesse. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. On était voisins, quoi. Et je t'ai jamais vu. Ouais, c'est ça. Et après, on était encore voisins quand t'as été à Hermont, parce que moi, j'étais à Herblay. Non, c'est fou, loin. ça. Ouais. C'est un truc de ouf. Comme quoi, les énergies, hein. Et t'as fait quoi comme études en région parisienne? J'étais à Paris 8. J'ai fait des études d'art plastique. Après, bon, j'ai pas eu ma licence. Ça m'avait saoulé, de toute façon, genre... C'était pas vraiment ce que je voulais faire, quoi. Art plastique et compagnie, je dis, en fait, j'ai pas d'avenir à part devenir prof. Donc, après ça, j'ai décidé de me tourner vers une école payante, Isart Digital, qui m'offrait un avenir, déjà, avec une bonne formation. À l'époque, c'était un peu roots, mais la qualité était quand même là. Et C'était combien l'année? 5 000 €. D'accord. On a 5 000 €. À la base, c'était 2 ans. Le directeur nous avait une petite 3e année, histoire de paf, tu vois. À l'époque, je me souviens que j'ai pas trouvé de boulot. Et enfin, c'est en alternance, j'avais pas trouvé de boulot. Et toutes les sessions off, je me mettais à taffer tout le temps. J'essayais d'arriver avec un nouveau truc à chaque session off pendant que les autres travaillaient, bon, histoire de prendre un petit peu de grade et de connaissances dans le milieu, quoi. Mais voilà, 3 ans, 3 bonnes années, vraiment très très cool. 3 bonnes années d'école privée dans le... Ouais. C'est quoi, c'est le montage vidéo, le graphisme? À la base, le titre du diplôme, c'est réalisateur. Ils apprennent les gens à réaliser des films, pardon. Mais c'est plus, tu choisis. Moi, j'ai décidé de tout manger, toutes les connaissances, mais il y en a, ils sont plus calés dans l'animation, plus dans le modeling, je sais pas. Donc moi j'ai dit vas-y, autant tout faire, et je me suis calé bien dans la réalisation. D'accord, quand tu parles de titre, c'est un titre reconnu par l'État ou pas? Ouais, et je me souviens qu'à l'époque ça l'était pas encore parce que l'école était jeune, et finalement ça a été reconnu. Aujourd'hui l'école est extrêmement cotée. Ouais, donc 3 ans de cette école, et après, t'es parti où? Après mes 3 ans, j'ai trouvé un travail à Okidoki à Issy-les-Moulineaux en 2010 il me semble. En tant que modeleur, je faisais tranquille du modeling. Après le modeling, lorsque j'ai fini mon contrat chez Okidoki, je me souviens très bien, à Okidoki justement, là, il y avait un gars super sympa qui m'a dit bah tu cherches du boulot, je connais quelqu'un, elle s'appelle Magali, tu peux aller la voir à méthode animation. Et après ça, je suis parti à méthode animation. Alors quand j'ai vu l'intitulé du poste, j'ai flippé un peu. J'ai regardé, il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser toute la chaîne de production. Et là, je me dis, mais écoute, gars, tu sais quoi, vas-y. Écoute, arrête d'avoir peur. De toute façon, t'as rien à perdre. J'y suis allé. Et étant donné que j'avais l'habitude de faire des films pour moi, tout seul dans mon coin, je leur ai montré de toutes mes petites productions et je me suis toujours dit, au lieu de faire une bande démo,
autant montrer un film direct, comme ça tu sais que voilà, un film 2 minutes, un petit truc. Et je me souviens qu'ils avaient beaucoup apprécié. Alors Cyril Adam, c'est le réal avec qui j'ai bossé, et Guillaume Charon, des gars super cool, géniaux. J'ai bossé avec eux en tant que deuxième assistant réal, justement sur la prod qui était Playmobil. Et non, avant ça, j'étais sur Charlie Chaplin à l'époque. Et puis voilà, quoi, j'ai bossé chez eux pendant 7 ans. T'étais en CDI? Non, j'étais en intermittent. Ouais, j'étais quasi en CDI, hein, parce qu'après j'ai pu acheter mon appartement. Donc ça va, c'était cool. C'est un bon gage de « Oh, ça va, ça fait 7 ans qu'il est dans la boîte. Ça va. » Donc ouais, ça m'a pas mal aidé quand même par la suite. Ok. Et après ces 7 ans? Après ces 7 ans, je suis parti alors à Gaumont, à animation. Je suis resté j'ai dû rester 9 mois, même pas 9 mois je crois, parce que j'ai eu un petit problème avec un coréal qui était « Ouais, mais Gary, c'est pas bossé, machin. » J'ai dit « Bon, bah moi je me casse alors. » Monsieur qui dit qu'il faut travailler en équipe, et puis là tu dis à tout le monde, sauf l'intéressé, que je bosse pas bien. J'ai dit moi j'ai pas le temps, je veux être bien dans mon travail. Et puis je me suis barré tranquille, tu vois, mais en mode propre, hein. J'ai dit bon, je veux pas travailler dans ces conditions. J'ai travaillé 7 ans avec Méthode, c'était une super ambiance, respectueux, tout, c'était vraiment génial, avec les problèmes qu'il y avait dans les boîtes et compagnie, mais c'était vraiment excellent. Et quand je suis arrivé à là, j'ai dit mais en fait, qu'est-ce que je fais là, genre, ça m'a un peu saoulé de voir ça, tu vois. Il y a un temps qu'assistant réel, le boulot n'est jamais pareil. Et moi, étant donné que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, j'ai vu en plus, j'étais en mode secrétaire, j'étais là à la réunion, mais voilà, je suis pas là pour genre prendre des notes, ça m'intéresse pas. J'ai fait 3 ans, j'ai payé 15 000 € une école, c'est pas pour taper des trucs sur Excel. Ouais, je comprends. Ok, d'accord. Donc du coup, t'es parti. Ouais. Et après? Alors j'ai fait des entretiens avec d'autres boîtes telles que Timto. J'ai vu l'ambiance, j'ai pas kiffé. Je leur ai dit si l'ambiance elle est comme Gaumont, je me casse. J'ai dit ça plus ou moins, tu vois. Et mais ils m'ont pas pris. De toute façon, je pense que au fond de moi, je voulais pas. Je voulais un petit peu à un moment donné changer de truc, changer des choses. Et un ami à moi de ma promo, Guillaume Bricou. Guillaume, si tu vois cette vidéo, salut. Très cool, très sympa, un gars génial aussi. Donc on a fait des projets ensemble en commun. Le plus gros étant Royal Cobra, un projet qu'on a travaillé avec M6. Et là, je me souviens que j'ai tapé un épisode complet en animation 2D. J'avais jamais fait d'animation 2D. J'ai beaucoup apprécié à travailler avec lui, de toute façon, d'une, parce que je le connaissais. Et puis voilà, on a essayé de faire en sorte, enfin, on a travaillé pour pouvoir mettre plus de visibilité à sa boîte, avec tout le bagage que j'avais avant. Et puis après le Covid, j'ai un peu continué à travailler avec lui en remote. Et puis après le Covid, j'ai dit j'en ai marre. J'ai envie de faire un truc, je me casse, quoi, tu vois. Donc après, je suis parti avec mon ex de l'époque. On va dire que l'élément déclencheur, ça a été le Covid, de te dire, ouais. De te dire, bah tiens, j'ai quand même beaucoup d'opportunités en France. J'ai travaillé dans plusieurs endroits, donc t'as pu rebondir en France et tu peux encore rebondir. Mais tu t'es dit, c'est fini la France, je pars. Ouais, alors parce que ma copine de l'époque était fan de Thaïlande, j'ai dit moi je vais m'aller, pourquoi pas, allons-y, tu vois. Je me souviens qu'à l'époque, alors pendant le Covid, je crois que je travaillais encore sur un projet à méthode en tant que superviseur 3D, mais c'était au début du Covid, quand il prenait le PC de la boîte, il te la ramenait chez toi. Et après ça, quand j'ai fini mon contrat, je me suis dit bon vas-y, je vais continuer à trouver du tas, je vais continuer à faire mes films tout seul et puis vamos. Et là, je me suis rendu compte que j'avais plus rien en fait, que les gens ils étaient tous morts. Donc j'ai dit mais en fait, ouais vas-y, en fait si je pense que c'est la bonne opportunité, je paierai rien. Donc et puis je vais voir comment ça se passe là-bas. J'ai vendu mon appartement et puis vas-y, je vais tester ailleurs quoi, pour voir comment ça se passe. Ta femme, elle avait un travail? Elle avait un travail en France, donc elle a arrêté parce qu'elle pouvait faire du remote. Elle a cherché pendant un instant avant qu'on arrête la relation. Les débuts, c'est pas évident parce qu'en fait, j'avais demandé à certaines écoles. Alors là, une école, merci beaucoup, Artefix, qui ont dit OK pour le remote en Thaïlande, ça les dérangeait pas. Et certaines écoles ou certains contacts que j'ai eu, et je leur ai dit je pars en Thaïlande, vous êtes sûr qu'on peut bosser ensemble, c'est cool. Ouais, t'inquiète, Gary. Quand je les appelle, la personne. Quand je dis la personne, ah mais en fait t'as vu remote machin, je travaille en tant que prof aussi à ZBrush. Je dis bah écoute c'est pas grave, c'est l'occasion de se recréer de toute façon. Et puis là pour le coup après ça je suis vraiment reparti de zéro quoi. C'est ce que je remarque aussi, c'est-à-dire que le Covid a vraiment fait évoluer les mentalités. Ouais. Ça veut dire que les entreprises ils se sont dit ah bah tiens c'est vrai qu'on était déjà très en retard sur la modernité, donc on va mettre en place le télétravail. Donc ça les a fait évoluer. Après le Covid, ils ont rebaissé tout de suite. Ah mais Damien, c'est un délire. Quand j'ai vu ça, je me dis en fait, on était parti sur un truc qui fonctionnait en fait. Tu vois, et là je me suis dit en quoi
le fait que je sois à 10 000 km de vous, ça réduit mes compétences. Là, je suis dans un pays où c'est plutôt tranquille. Vu que là, j'apprends le thaï, je comprends un peu ce qu'il dit, je parle un petit peu, mais tout ce qui est politique et compagnie, je mets pas le nez dedans parce que le roi, c'est sacré et compagnie, donc je respecte tout à fait la culture dans laquelle j'évolue aujourd'hui. Donc je me dis, ok, c'est cool, tu vois, genre, et j'ai aussi la paix pour pouvoir créer, tu vois. Et je me dis, mais à quel moment, genre, je peux plus bosser avec vous parce que je suis en Thaïlande, les gars. Parce que dans l'esprit des gens, j'ai l'impression que, ah, t'es en Thaïlande, c'est bon, t'es en vacances. Non. non, j'ai pas d'aide. Je paye toujours mes impôts en France, tu vois, donc non. Ah ouais, mais c'est moins cher, non, en fait. Non. Parce que t'as un autre train de vie, ok, mais ça reste quand même très très différent. Et souvent dans l'esprit, dans l'inconscient des gens, c'est ah, Thaïlande, ça va, t'es en vacances. Non. Ne serait-ce que même pour le relationnel. Tu veux dire, tu veux aller connaître une petite meuf, tu veux avoir une relation, c'est mort, ils sont tous en vacances, mec. C'est mort. Tu vois, donc en vrai, tu sais, il y a beaucoup d'a priori qui sont un petit peu, il faut quand même dénouer certaines choses, quoi, mais dans l'ensemble, c'est vrai que je pense qu'on en a parlé. Pour moi, la richesse, c'est plus les gens qui te sourient. Mec, les gens qui te sourient, mais c'est beau. Tu sais, j'habite dans un endroit de Chiang Mai qui est assez, pas la campagne, mais c'est à 15 minutes du centre. Si je veux acheter à bouffer, il faut que genre je parle thaï, hein. Ils parlent très très peu anglais. Et le sourire qu'ils te font, il est magique. Pour moi, c'est un truc de fou. L'inondation qu'il y a eu, ils avaient le sourire. J'ai aidé les voisins comme je pouvais, avec ma raclette et toute compagnie pour m'intégrer encore plus, tu vois. Parce que je respecte aussi ce peuple. Et je vois les mecs qui sont en mode toujours souriants. C'est des vrais guerriers pour moi, tu vois. Et des guerriers sains, souples, tu vois. Philosophie complètement différente. Quoi qu'il arrive, eux, ils ont un mot qu'ils disent, c'est genre, c'est pas grave. Ouais. Enfin, si c'est bien sûr c'est grave. Mais yes. Dans tous les cas, c'est arrivé. Donc c'est fait. Exactement. Donc maintenant, il y a deux choses. Soit tu continues ou soit tu te morfonds sur toi. Et eux, on va dire que ils ont moins de pensées négatives qui leur traversent l'esprit que nous, les Occidentaux, surtout en France. Ouais, bah j'ai remarqué. Hein, là, j'ai senti la différence. Ne serait-ce que je vois la différence entre alors on va parler des Français parce qu'on est Français. Des Français qui sont fraîchement arrivés en Thaïlande et les Français qui y habitent. C'est une différence monstre. Parce qu'en fait, le temps de t'adapter aux vibrations énergétiques du pays, il te faut du temps. Une semaine de vacances, 2 semaines, 1 mois, ça suffit pas. Il faut vraiment que allez, moi je dirais peut-être 3 mois, un trimestre, c'est cool pour se dire, ok, ça baille. Et ouais, je vois très bien ce que tu dis là. Et puis voilà, c'est ce que j'apprécie en tout cas dans ce peuple. Les gens, ils sont vraiment très très posés. Ouais, c'est clair. Et pourquoi Chiang Mai et pas Bangkok? Oh, alors là, parce que genre mon ex de l'époque, elle a dit Chiang Mai, je dis vas-y, c'est cool. Et je lui ai dit bon, par contre, c'est la capitale ou pas? Enfin, je savais très bien que c'était pas la capitale. Je lui ai dit c'est comment les vibes, c'est vibes capitale ou c'est vibes un petit peu plus. Enfin, c'est marrant. À la base, je suis de la banlieue, mais je suis un campagnard. J'aime bien le calme de la campagne, le vert et compagnie. Et elle m'a dit non, c'est cool, c'est la campagne. Et c'est justement, je pense. Après, j'ai entendu beaucoup de trucs cool de Bangkok. Hein. Je ne suis jamais allé, mais les gens disent ouais, ils sont cool, ils sont sympas, ils sont tranquilles. Apparemment, Chiang Mai, c'est le hub des digital nomades. Le nouveau terme, oui, effectivement, que j'ai, oui, exactement. Il y en a de plus en plus autour de moi. C'est, oui, digital nomade visa et compagnie. Ouais, exactement, il y en a plein. Il y en a vraiment pas mal. Dans les cafés et tout. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que les gens, quand tu leur dis je travaille à distance en Thaïlande, tout de suite ils vont penser que t'es dans le hamac avec la noix de coco et la bouche devant toi. Regarde mon appart, rien du tout. Tu vois. C'est comme si j'étais en France limite, tu vois. Donc non, j'ai pas voulu non plus me dire ah tiens, je vais faire l'interview à l'extérieur comme ça ils vont voir le soleil. Non, tranquille, tranquille. Je suis chez moi, pépère. En ce moment à Chiang Mai, il y a pas cette histoire de brûlis où ils brûlent toutes les récoltes? Oui, alors c'est tous les ans en avril-mai. Il fait extrêmement chaud. Le ciel. En avril-mai qui brûle. Ouais, il brûle les récoltes. En fait, je crois que, si je dis pas n'importe quoi, c'est les peuples des montagnes. Alors je sais plus. Cette période-là, elle est assez dure parce que l'air, il me semble que c'est la ville la plus polluée à ce moment-là. Ça pose beaucoup de problèmes apparemment. Ouais. Et je crois même qu'il y a certaines écoles aussi, du coup, ils envoient les enfants à Koh Samui, par exemple.
Ah, à ce moment-là? Ouais, ah ouais, parce Ah que ouais. c'est toute une organisation. Tous les commerces, ils ont des filtres pour les particules, parce que c'est vraiment, on va dire, dangereux. C'est de la pollution en fait. Ouais. Au début, je me suis dit, bon, vas-y, ça va, c'est cool. Mais en fait, non, en fait. Ouais, j'ai pris en mode easy au début. Mais quand ils m'ont dit ça, que c'est la première course la première source de cancer en Thaïlande, c'est ça, hein. Apparemment, le jaune est la couleur de deuil en Thaïlande. Non, c'est la couleur du roi. Ah, exact, faux. C'est le noir qui est la couleur du deuil en Thaïlande, comme d'ailleurs dans de nombreux autres pays. La danse traditionnelle thaïlandaise implique de porter un masque de démon pour chasser les mauvais esprits. Je crois pas. Je ne pense Et pas. ben en fait, c'est vrai. Certaines danses traditionnelles incluent des masques pour représenter des esprits ou des démons. J'étais Je sais parti que sur le c'est très- Japon, mais ouais, d'accord. Ok, Ouais. parce qu'elles jouent beaucoup avec leurs mains, je les ai jamais vus avec des masques, tu vois. Donc je dis Ouais. d'accord, ok. Il est acceptable de toucher la tête de quelqu'un pour montrer de l'affection en Thaïlande. Absolument pas, mais ils aiment bien toucher mes cheveux, tu vois. Ils demandent, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est faux. En fait, toucher la tête de quelqu'un est considéré comme irrespectueux, car la tête, c'est la partie la plus sacrée du corps. Ouais, d'ailleurs, anecdote, un jour, je suis dans un bar, je sympathise avec un Thaï, super sympa, j'étais tout seul. Et ils sont ils viennent beaucoup te voir, tu vois, genre en mode, ah, t'es tout seul, viens, on cheers et tout, ils sont super cool. Et là, au moment de partir, j'avais mon casque et je vais lui faire un hug, il me fait un hug, mais je lui mets un coup de boule avec le casque. Et pour m'excuser, je lui touche la tête sans faire exprès. J'ai dit, t'assures, et là, c'était génial. Je suis senti super mal après, quoi. Ouais, bah après, il l'a bien pris, je pense. Ouais, je pense que ouais, c'était plus de l'amour, donc c'était cool. Ouais, voilà. Et c'était, je dirais que c'est plus des traditions à l'ancienne. Ouais. Et puis bon, bah maintenant, D'ailleurs, c'est comme C'est- les pieds, hein. Les pieds et la tête, tu touches pas, hein. ouais, c'est clair. Ouais. Les moines bouddhistes ne doivent pas manger après midi. Ils doivent pas manger après-midi. Moi, je dirais c'est peut-être vrai parce qu'ils font souvent la collecte le matin. Ouais, et ben tu vois, je savais pas, et c'est vrai. Selon les règles du bouddhisme Theravada, les moines ne mangent pas après-midi. Le roi de Thaïlande est le plus long régnant monarque du monde. Lequel? Celui actuel, là? Ouais, je pense que c'est celui actuel qui fait référence. Je crois pas, hein. Ouais, exact. Et comme tu avais raison, c'est en fait c'est l'ancien roi C'était le père. qui a été Le père. ouais, il a été le plus long régnant monarque, mais il est décédé en 2016. Ta compagne, elle a retrouvé un travail? Alors, étant donné qu'on n'est plus ensemble, elle avait trouvé un travail. Ah. Et puis après, c'est barré. Donc, j'ai dit bien à toi, que grand bien t'en fasse. Et elle avait trouvé dans un télé... Alors, qu'est-ce que je dis? C'est Dans un la appel télé téléphonique, là. C'est genre... Ah, c'est oui, plus- standard. Ouais, exactement, ouais, exactement. Donc, elle faisait ça. Et les conseillères? Ouais, un truc dans le genre. Ouais, un truc dans le genre. Elle le faisait en français ou en anglais? Alors, elle avait cette chance d'avoir deux parents de nationalités différentes. Portugais, parlait portugais, espagnol, français. Donc elle avait un peu le choix, quoi. Donc il me semblait qu'à l'époque, elle m'avait dit qu'elle allait intégrer les Espagnols parce qu'elle n'avait pas assez d'espagnol. Elle avait assez de français. Mais ouais, elle avait trouvé un truc assez sympa. Et du coup, après, elle est repartie en France. Alors, je sais plus, je n'ai plus aucune ok. nouvelle d'elle. Donc, je n'ai plus aucune nouvelle. Et là, actuellement, t'as un boulot en Ouais. Thaïlande? En Thaïlande, non. Alors, j'y travaille justement parce que mon amie, ma mère de substitution thaïlandaise, a une fille qui travaille dans la 3D. Elle est graphiste. Et à Noël, elle va venir à Chiang Mai voir sa mère. Donc, elle m'a dit, ouais, vous allez parler ensemble. Et là, je me dis, tiens, je vais regarder s'il y a des possibilités. J'avais déjà essayé en Thaïlande, à Chiang Mai, il avait un studio, c'était Monk Studio. Je me souviens, je dis, vas-y, je vais aller au culot. Pris ma bécane, j'y suis allé, je regarde, je fais, attends, mais les studios là, ils sont nickel, c'est un nouvel immeuble. Là, je regarde, je rentre, enfin, je toque parce que, je sonne. Bon, je fais, ouais, il y a du boulot ici ou pas? Et le mec me dit, non, on a déménagé à Bangkok, il était trop vénère. Je dis, ah. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais aller piano, tranquille. Et là, pour le moment, je travaille avec une super entreprise française, Eddy. Eddy Studio, ils sont vraiment super cool. Vraiment super géniaux. Et T'as quoi comme contrat avec eux? alors, je dirais pas que j'ai un contrat en mode on va travailler tout le temps ensemble comme un CDI. Ils m'appellent à l'occasion. Tu vois, genre sur certains projets. Ils disent, ouais, bon, Gary, si ça marche bien, on veut que tu continues à travailler avec nous, et compagnie. Et on aimerait bien que tu reviennes en France. Je dis là, les gars, j'ai plus de maison en France en fait. J'ai plus rien en France, à part ma famille. J'ai plus rien. C'est-à-dire que ouais, je suis plus résident français, quoi. Donc
Si je viens, on va dire que je suis un invité, tu vois, genre un peu comme quand je travaillais en Inde avec Méthode. J'avais l'occasion d'aller en Inde et je pense que ça va faire comme ça. Si je dois revenir, je reviendrai là-bas, mais c'est pas pour le coup pour travailler, puis après je reviendrai en Thaïlande. Ton statut, c'est quoi actuellement? Alors, je suis freelance, ouais, je suis là. T'es freelance? Je suis freelance, ouais. C'est où que tu payes tes impôts? En France? Oh, en plus, ouais, bien comme il faut. Bien comme il faut, ouais. Ah oui, donc c'est quoi? C'est une micro-entreprise? Ouais, je paye à l'URSSAF comme si c'était une micro-entreprise en fait, parce que t'as ton numéro de tirette et tu payes tes trucs en mode freelance, quoi. Donc ouais, c'est en mode. Et là, je me dis, on m'a dit, il faudra que tu regardes avec les impôts en Thaïlande. Et je fais, oh, je vais pas me manger la doublette. Je vais pas manger la doublette, ça va être relou. Donc là, je vais regarder avec les avocats comment je peux faire pour voir en mode je suis résident ici, parce qu'à un moment donné, j'ai plus rien en France. C'est vrai que si tu vis pas en France, ok, c'est un petit peu dommage de payer pour. C'est des bonnes sommes quand même, hein. En plus, tu dis, oh, c'est cette somme-là qu'en Thaïlande, je suis. Tu sais, je suis pas c'est marrant, je suis pas ce genre de personne où je dis, ouais, alors c'est quoi, je vais être super riche et puis ça va être génial, je vais me faire, je m'en fous. Je veux ma petite bécane que je kiffe, je veux ma petite maison, je veux manger convenablement, je veux de la joie, du soleil, c'est tout ce qu'il me faut. Tu vois. Et je me dis, à des fois, un salaire français, ça te permet de tenir bien, tranquille, tu vois. Le seul avantage du salaire français, c'est de t'ouvrir, on va dire, le droit à la retraite pour plus tard et d'avoir une sorte de rente qui arrive automatiquement. Après, il faut cotiser tous les trimestres, mais il n'y a que ça. Après, même si tout le monde dit, oh, il n'y a pas de retraite, il n'y aura pas de retraite, il n'y en aura pas, on ne sait pas. Je pense qu'il y en aura toujours. Donc, c'est le seul avantage, moi, que je vois de payer des impôts en France. C'est vraiment de valider tous ces trimestres pour qu'à la fin, c'est comme si tu avais investi, on va dire, dans de la bourse, et que tu puisses avoir, toi, des rentes qui tombent tous les mois. Et au moins, c'est quelque chose de sûr, quoi. Exactement. Et en plus, c'est marrant parce que Deng, mon ami, elle travaille pour les visas retraités. Donc c'est plutôt cool, elle me donne pas mal de tuyaux. Bon, je suis pas encore retraité, hein. Et je pense pas que ma retraite en tant que graphiste, ça va venir tout de suite. Donc ouais, tu dis juste. Donc je pense qu'il faut suivre le flow, tranquille, tu vois, et puis advienne que pourra, quoi. Donc voilà, et puis je verrai par la suite, dès que je serai bien posé, parce que là j'ai la sensation encore d'être entre deux eaux, tu vois, entre la Thaïlande et la France, tu vois. Lorsque je pense que je vais vraiment balancer vers la Thaïlande, là, je n'ai parlé à Deng, je dis, mais écoute, je pense que ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble, t'es thaïlandaise, t'as eu ta vie, t'as de la bouteille, t'es pas une scammer, tu vois, elle est cool, elle est vraiment sympa. Et puis elle aussi, elle a ce même problème de retraite, tu vois. Donc elle dit, ouais, regarde, ma retraite, ce sera tant. Je dis, oh, c'est chaud, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble, genre on monte une boîte, on fait un truc. Et la dernière fois, je dis, tiens, après l'inondation, je dis, et si j'ouvrais une boîte de vente de bougies? Je fais la 3D, je fais des bougies avec des formes que je modélise, parce que j'ai eu l'occasion de faire des figurines avec une boîte ici de print. Alors je me dis, si je peux faire mes moules et je peux faire c'est mignon, c'est sympa, tout le monde aime les bougies. Après je me dis, tatouage, il y en a beaucoup. Je voulais faire ça au début. Moi je suis bon, je vais me laisser le temps, mais me poser, rentrer vraiment dans l'économie, vraiment faire quelque chose, pas être en mode ouais je suis là et puis genre je kiffe ma race. Non, tu vois, genre participer à l'économie parce que je pense que voilà, je dirais pas qu'ils le méritent, mais ce sont des gens vraiment bien, en règle générale, tu vois. Et puis je vis dans le pays, de toute façon, bien ou pas bien, je dois m'adapter au pays. Donc, et avoir une plus-value, apporter quelque chose. Tu vois. Pas être là, étranger, ouais, c'est trop cool. Je suis un phalange, je suis là, et puis genre, j'ai ma paye, et puis ça les dérange pas, de toute façon, les tailles, hein. Tant que tu viens, t'as du fric, tu participes d'une manière ou d'une autre à l'économie, de toute façon. Mais c'est vrai que être ancré avec une boîte, je pense que c'est plus cool. Ouais. Quitte à choisir, c'est sûr que je préférerais payer les impôts en Thaïlande. Ça me donne l'impression que l'argent est mieux utilisé en tout cas qu'en France. Parce qu'en France, je vois pas où ça va. Écoute, ils sont ce que j'avais entendu, Deng m'a dit qu'ils sont assez transparents. Après c'est 7%. En plus, c'est 7%, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. C'est vraiment en mode, ok, on prend ce qu'on prend, on traquette pas, quoi, tu vois. C'est pas en mode, et puis ouais, comme tu l'as dit, en France, tu sais, mon meilleur pote me dit, ouais, mais c'est pour les routes. Je fais, mec, frère, non. Arrête avec tes routes. C'est toujours ce que j'entends tout le temps avec les impôts. Ouais, c'est pour les routes. Arrête. Les routes, elles sont nickel en France. Tu vois, les routes aussi, elles sont pas mal ici, d'ailleurs, aussi, tu vois. Et tu vois, par exemple, ça fait quelques temps de ça, ils ont quelques années de ça, j'étais pas là, évidemment. Ils ont construit une autoroute. Et d'ailleurs, j'y suis allé la dernière fois, de Chiang Mai à Shanghai.
Et là, il a fond encore, c'est-à-dire que les mecs, tu vois vraiment où l'argent part, quoi, tu vois. Et c'est cool. Pareil, les routes, tu vois un gros, t'as même pas, c'est un nid d'autruche le truc. Genre tu rentres avec ta moto, tu fais un salto. Le truc, tu le vois quelques temps après, il y est plus. Tu vois. Le truc, non, ils sont vraiment, et c'est ce que j'apprécie avec les tailles, c'est que les mecs sont d'une efficacité. C'est extraordinaire. Tu leur demandes un truc, pareil pour internet. Allô, je pourrais avoir le truc pour internet. On passe demain, ça vous va? Ouais. J'ai un coup de fil dans une heure après. Ouais, c'est le mec. Je dis, bah, vous avez dit hier. Enfin, hier, vous avez dit demain. Oh, d'accord, ok, d'accord, ouais. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ils ont ce truc-là. Et c'est vraiment cool. Ouais, ça aussi, par rapport au délai, c'est surtout un avantage. Moi, je vois, par exemple, j'avais pour ma femme une écho du cœur à faire en France. Et il y avait plus de 1 an de délai. Alors, j'en ai appelé plusieurs. Hein. J'appelle tous ceux du coin. Plus d'1 an de délai. Bah, du coup, je leur ai dit, bon, bah écoutez, on ira, comme on va en vacances en avril en Thaïlande, bah, on ira là-bas. Oui, t'as raison. D'ailleurs, c'est marrant, c'est très, très, très intéressant que tu m'en parles. Hier, j'étais dans mon bar favori, Super Musique. D'ailleurs, je t'amènerai dès que tu viendras, tu vas kiffer. C'est une super ambiance. Tout le monde est cool, tout le monde traite. Non, mais c'est vraiment génial. Et j'ai parlé avec une Française, elle m'a dit qu'elle a fait son opération des yeux. J'ai dit, ouais, bah, j'ai un peu chaud de faire ça, tu vois. Mes yeux, pour moi, c'est sacré, c'est mon taf et compagnie, tu vois. J'ai dit, ok, bah, quand un peu tout le monde d'ailleurs. Et je lui dis, ouais, t'as payé combien pour ça? Elle m'a payé 80 000 bahts. J'ai dit, ok. Et là, ça se passe comment au niveau du, Elle m'a dit, franchement, c'est nickel, c'est propre. 5 minutes, tu ressors. Allez, tu mets un patch le lendemain, tu vois bien. J'ai dit, sérieux? Elle m'a dit, ouais. Moi, j'ai les histoires de lentilles, là, j'ai quitté ça depuis longtemps. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Et c'est vrai qu'ici, niveau médical, ils sont over the top, hein. Ouais, bah, je confirme, hein, c'est pareil. Ma femme aussi, on avait été voir le médecin en France pour se faire opérer des yeux, etc. Et du coup, il y avait tout un process, plusieurs rendez-vous. Bah, du coup, on est parti en Thaïlande aussi. Voilà, tu vois. Et non, je me dis, c'est un peu dommage quand même pour la France. Ils sont assez lents. C'est dommage d'être lents comme ça. Ouais, et pour la petite histoire, on a choisi la Thaïlande parce qu'ils avaient les derniers équipements américains qu'en France, ils les avaient pas encore. Ouais. Après, après tu payes, hein, mais tu payes pour quelque chose, tu vois. T'as pas forcément de sécu, tu peux avoir une sécu. La différence, elle n'était pas tant que ça, étant donné que en France, ils estiment ça comme un confort, c'est-à-dire que tu peux porter des lunettes, ouais. Mais c'est pas pris en charge. Donc du coup, t'es obligé de le payer quand même. D'accord, ok. Ouais, donc tout ce qui est confort, c'est pas pris en charge. Donc on est parti en Thaïlande et ça s'est super bien passé aussi. On l'a fait à Bangkok. Combien de temps ça t'a pris? Vous êtes resté 2 semaines, je sais pas. Elle est rentrée le matin, elle est ressortie peu de temps après. Après, elle avait un truc sur les yeux, donc elle pouvait pas trop voir au début. Et après, ça a duré peut-être 2-3 jours. Et après, c'était nickel. Wow. Maintenant, elle voit en 4K. High resolution. Non, c'est cool ça, c'est cool. Moi, j'y ai pensé. J'y vais en plus quand tu prends de l'âge, faut faire attention à la stigmatie parce que ils peuvent pas le corriger la stigmatie, donc faut faire vite si t'as des repères. Quelle île thaïlandaise est célèbre pour sa full moon party? Oh, attends, c'est... Facile. Je le sais. Alors, c'est... One eternity later. Phuket. C'est pas Phuket? Parce que j'y vais pas dans les trucs comme ça. J'y vais absolument pas, je ne sais pas. J'ai entendu parler beaucoup. Koh Samui, je sais pas. C'est votre ultime bafouille? Ouais, t'y es presque en fait. C'est l'île de Koh Phangan qui est mondialement connue pour sa full moon party. Chaque mois, elle attire des milliers de fêtards venus célébrer sous la lumière de la pleine lune. Quel animal est considéré comme un symbole national en Thaïlande? Gecko? Ah, le gecko, non. C'est l'éléphant qui est un symbole. Non mais je suis allé partir du gecko, moi. Non mais n'importe quoi. Bah oui, il a des éléphants partout. Ou des tigres, je sais pas, dis un truc. Ouais. L'éléphant est un symbole national ici, il est très respecté et joue un rôle important dans l'histoire et la culture thaïlandaise. Quel est le sport national de la Thaïlande? Non, quand même, le Muay Thai. Ouais, c'est ça, le Muay Thai ou la boxe thaïlandaise qui est le sport national. C'est un art martial ancestral qui est à la fois un sport de compétition et une partie de la culture locale. Pour revenir un petit peu au boulot,
comme tu as le statut de freelance, tu t'es pas dit, bah tiens, je vais me mettre sur Upwork et essayer de décrocher ou même sur des plateformes comme ça? J'y suis, mais si tu savais, Damien, j'ai regardé. Upwork, j'ai fait un autre, je les ai tous écumés, j'ai dit, wow. Et là, non. Franchement, je l'ai fait, mais vraiment, tu vois. Et j'ai vu que rien ne s'est passé. Quelqu'un qui veut travailler avec toi, qu'est-ce que tu vas lui fournir? Une vidéo d'animation? Ouais, ça dépend ce que tu recherches. Je peux faire des logos et compagnie, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je préfère créer en mode anime et compagnie, tu vois. C'est plus mon truc. Comment est-ce que tu accueilles l'IA, l'intelligence artificielle? Franchement, moi, je me dis, faut pas flipper. Alors, faut pas flipper. J'ai pas peur de moi par rapport à cette venue, mais j'ai peur de ce que les gens deviennent. Parce que on apprend aux gens à être fainéants, à rester sur leur téléphone, à rien faire, tu vois. Et c'est ça, je pense, qui me fait peur. Parce qu'en fait, mettre les mains dans le cambouis, ça va devenir de plus en plus rare. Jusqu'à ce qu'à la fin, on ne saura plus rien faire. Et là, on va se faire avoir. C'est juste sur ce niveau-là. Parce que je pense que l'IA, si tu arrives à le dompter comme un allié, tout le monde écrit ses mails avec Gemini, avec ChatGPT et compagnie. Quand pour mes traductions taille, je suis l'école de taille, mais parfois quand je suis dans une situation où je veux réparer ma moto, je veux des fruits, machin, je regarde ChatGPT, comment on dit ça. Ok, d'accord, on va essayer, je vais y aller. C'est cool, c'est un bon outil, mais il faut pas se dire que voilà, c'est la finalité, tu vois. Et pour moi, c'est un bon outil, mais il faut pas en devenir esclave. Et là, c'est ce qui arrive, tout doucement. Tu vois, donc sinon c'est cool, tu vois, genre je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Et dans tous les métiers, de toute façon, je pense qu'il aura beaucoup de pertes par rapport à l'IA. Donc il faudra se réadapter encore une fois. Donc je pense que c'est juste un level up de réadaptation, tu vois. C'est pour ça, je me dis que moi dans mon métier, j'ai pas envie d'être en bas de la pyramide, parce que c'est ceux qui vont être en bas qui vont prendre le share en tout premier, tu vois. Si t'es en haut de la pyramide, si tu fais de la réal et compagnie, et que t'as une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée, pour, on va dire, gagner du temps. Parce que ça va monter, hein, à un moment donné, tu vois. Donc, étant donné que je ne sais pas jusqu'à, comme inondation, où j'étais bloqué dans mon 2e étage. C'est un peu pareil. Tu vois, genre là, je me dis, ça va monter jusqu'à où? Donc tu dis, ok, je fais de la réal. Et, le truc que je me dis aussi, c'est tant que je peux avoir du bagage intellectuel, maîtriser des nouveaux logiciels. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un nouveau logiciel d'animation. Il est violent. Et le truc, il y en a deux. En fait, c'est Character Creator 4 et iClone. Character Creator, ça te permet de faire tes personnages en 3. Enfin, il y a déjà une banque de personnages que tu peux télécharger et compagnie. Et puis après, tu peux faire des Pascal ZBrush pour modifier le personnage. Mais le personnage est déjà prêt à être animé. Tandis que dans l'animation, tu as plusieurs étapes à respecter qui prennent pas mal de temps, quoi, tu vois. Et qui sont un petit peu ennuyantes pour certaines, tu vois. Là, tu as des personnages qui sont directement dedans. Là, tu dis, bon, j'ai 40 ans, il faut encore que j'apprenne un logiciel. Ouais, mec, et il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses parce que là, en fait, c'est une nouvelle méthode. Si t'apprends pas, eh ben, tu vas mourir. Si tu t'adaptes pas, tu vas être sous l'eau, en fait. Et c'est aussi comme ça pour l'AI, tu vois. Ouais, t'as pas peur avec justement l'intelligence artificielle et tous les outils qui sortent de se dire, bah tiens, le temps et les efforts que je passe sur ce logiciel, peut-être qu'ils vont sortir une intelligence artificielle qui va permettre d'assister juste en envoyant des prompts, de réaliser ce que moi je faisais avec mon outil, mais en plus long. Bah écoute, j'ai pas forcément peur parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire. Mais alors déjà, tout a un coût. Les mecs qui vont utiliser ça, ils sont obligés de payer l'IA d'une manière ou d'une autre. Moi, je sais ce que j'ai dans ma tête en tant qu'artiste. Ouais, je veux du bleu, je veux un nez comme ça, je veux des yeux machin, je veux des sourcils comme ça, bref. Le mec, avec c'est bon, je veux des trucs comme ça. Il aura jamais le truc qu'il a exactement dans la tête. En tant qu'artiste, pour moi, la perfection, c'est justement ce gap entre ce que tu as dans la tête et ce que tu concrétises. Là, je me dis, en tant que prompteur, c'est peut-être que tu l'auras. Hein. Je veux pas être mauvaise dans quoi que ce soit, mais moi, je trouve que en tant qu'artiste, je me dis, je sais vraiment ce que je veux et je pourrais garder ma patte. Après, attention, ma patte fera toujours partie de l'IA à un moment donné, parce que ce que je produirai, va être à un moment donné intégré à l'IA. C'est comme les derniers Photoshop, et dans leur utilisation, si tu coches oui, ils utiliseront tes dessins pour l'IA, pour nourrir justement l'IA.
Et la deuxième chose, c'est, en tant qu'artiste, tu veux quelque chose d'unique. On veut tous quelque chose d'unique, de quelque chose. L'IA te propose exactement la même chose. Du Pixar. Ou du film. Et puis, tu sais, c'est, là, un côté un peu, alors je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je veux dire ça. Là, un côté un peu rêve, quand dès que tu regardes une vidéo IA. T'as l'impression de rêver. Tu vois, les trucs qui changent de forme, le flou. C'est très étrange, tu vois. Oui. Et je me dis, à un moment donné, c'est pour ça d'ailleurs dans les festivals, ils ont maintenant une catégorie film IA. Donc s'ils ont une catégorie film IA, c'est que ça restera une catégorie. Bien évidemment, je pense que si ça doit changer, ça changera pas tout de suite. Moi, je pense qu'on aura le temps de mourir, toi et moi, tu vois, genre, ou peut-être pas, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être dans 10 ans, 20 ans, mais non, je pense qu'il faut pas avoir peur. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi que la créativité ne pourra jamais être imaginée. Exactement. C'est propre à soi. Ce qu'on a dans la tête à reproduire dans un prompt, ça sera toujours très difficile. Ouais, et puis tu vois, tu l'as pas tout de suite. Moi, quand je cherche un design, je dessine, je l'ai pas tout de suite, mais c'est ma main, ma connaissance, tu vois. Et encore une fois, pour plus soigner ce que tu dis, pour moi, c'est l'apologie de la fainéantise pour certaines personnes, attention. Parce que mec, t'es là, tu tapes, et en fait, t'as pas ce côté, j'ai fait une école pendant 3 ans, je me suis saigné pour devenir un bon. Non, je suis juste un mec frustré, peut-être. Ben, ça dépend encore une fois de ton utilisation et où tu es, où tu te places. Je suis frustré, j'ai toujours voulu faire de l'art, bah je tape. Non mec, c'est pas toi en fait. En fait, t'arrives à te convaincre que c'est toi, mais c'est pas toi en fait. Tu vois? Parce que qu'est-ce qui nous définit nous en tant qu'artistes, c'est comment on arrive à s'exprimer avec toutes les expériences qu'on a accumulées. Tu vois? Pourquoi je fais un film? Je fais un film parce que j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai vécu. Le dernier film que j'ai fait là, bah, j'ai ouvert ma boîte en Afrique, justement, à côté de ça, au Cameroun. Et là, j'ai fait un film avec un petit Maasai. Et je dis, qu'est-ce que tu veux raconter, mec, cette histoire? J'ai raconté l'histoire d'un petit Maasai et je me suis rendu compte, quand j'ai terminé mon film, que je racontais un peu de ma vie. Tu vois? J'ai dit, ah d'accord, en fait, quand j'ai fini, je viens de raconter ma vie. Et le pire dans tout ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mon pote Sam. Tu vois, j'ai dit, ah d'accord, ok, d'accord, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, mais en tant que t'as fait de l'IA, je pense que tu peux le faire, mais c'est la moins d'émotionnel, la moins de cœur, la moins tu vois ce que je veux dire? La moins d'humanité. Du coup, je voudrais basculer un petit peu sur ton apprentissage du thaï. Apparemment, on va dire que tu as un niveau, enfin, tu fais des efforts pour apprendre le thaï. Ça fait 2 ans que tu es en Thaïlande et maintenant tu arrives à gérer une conversation. J'arrive, alors c'est marrant. Alors, conversation, ça dépend d'où, déjà. Quand je suis au resto, ça glisse. Au restaurant, ça glisse de ouf, tu vois. Là, des fois même, je m'étonne à comprendre tout de suite, tu vois. Et ça dépend, par exemple, quand je veux... la petite dame où je vais prendre le café, là, elle est trop mignonne. Là, des fois, je veux vraiment avoir une conversation avec elle, mais c'est une taille de taille. La dernière fois, elle me dit... En fait, non, on dit pas... C'est cha kiao. Cha kiao, c'est-à-dire que t'es vert. Et j'ai dit chai kiao. Elle fait non. Cha kiao. Je dis ok, d'accord. D'accord. Mais elle a compris. Elle a compris, mais je me dis, tu vois, là des fois, je sais qu'ils comprennent, mais je sais qu'ils font aussi les efforts parce que mes intonations ne sont pas forcément cool tout le temps, tu vois. Donc là, tu vois, par exemple, quand je rencontre dans le bar dans lequel je vais et que je rencontre un Thaï, j'essaie de lui parler Thaï direct, systématiquement. Hello, machin, comment ça va et tout, genre, ça va les Minecraft, hein, Yudi Chiang Mai, ah, ok, t'habites à Chiang Mai il y a 2 ans, c'est cool et tout. Genre, ouais, mais bon, tu vois, genre, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Genre, par exemple, genre, je travaille, computer. C'est-à-dire que je travaille avec le computer. Je travaille avec l'écran, remotely, tu vois, genre, tu travailles avec, à distance, tu vois. Ah, ok, c'est bien, hop. Et très souvent, j'ai pas cette sensation. Il me fait, Mark, ça veut dire tu parles super bien. J'ai dit non, en fait, grave pas. Là, j'essaie de faire des efforts parce que je kiffe, tu vois, et je kiffe cette interaction, tu vois, genre en mode taille. Et pour pas te mentir, j'aime bien voir leur tête changer. Quand tu vois le gars, le Renoir qui arrive, eux, ils parlent anglais direct parce qu'ils pensent tous que genre je suis un anglais. Et là, quand je me mets à leur parler, ne serait-ce que genre, par exemple, genre, Konam Kwat, ça veut dire je veux une bouteille d'eau. Et il regarde comme ça en mode, et je me dis, j'ai bien prononcé, ou alors il est choqué le temps que ça compute, il capte pas, tu vois. Mais ouais, là où j'habite, de toute façon, là, je suis obligé de parler un petit peu, tu vois, parce que après, ils font des efforts en anglais, je dis pas, mais bon, c'est à moi de m'adapter. Donc ouais, ça va, ça passe, c'est pas trop mal.
Quelle est ta ville préférée en Thaïlande? Ah, Shanghai, c'est pas mal. Je dirais Shanghai parce que les gens sont plus joyeux que Chiang Mai et les gens de Chiang Mai sont très joyeux. Et c'est petit, c'est un petit village. J'aime beaucoup. Quel est ton plat et dessert thaï préféré? Pat kapao mu, kao niao mamwang. C'est du riz avec des petits, du cochon coupé très très fin avec du basilic. Et le kao niao mamwang, c'est du riz collant avec de la mangue. Quelle est ton activité préférée en Thaïlande? Taper dans le sac. Quel est ton souvenir préféré en Thaïlande? Je dirais que c'est passer un peu plus de temps avec Charlotte parce qu'elle était vraiment cool. Quelle est ta ville préférée en France? J'aime bien Montpellier. Montpellier, c'est cool. Quel est ton plat et dessert français préféré? Ah, c'est un peu compliqué en vrai parce qu'en fait, tu sais, je suis entier. Et c'est les plats de... Bah, ton plat préféré antillais aussi. Ok, alors bon, maman, c'est... ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé le dimanche. C'est les haricots rouges avec du riz, avec du cochon, parce que le cochon est toujours là. Et Un le dessert dessert, le dessert, alors, du flan coco. Le flan coco, ça me manque aussi un peu quand même. Quelle est ton activité préférée en France ou en Martinique? Tu vas rigoler, hein. Mon activité, c'est de travailler. Bosser dans le graphisme. Ouais, bosser, dessiner. Après, je dirais sculpter, la clé. Sculpter, tout, ouais, c'est vraiment fait artistique, sculpter. Je kiffe sculpter, faire de la photo aussi. Quel est ton souvenir préféré en France? C'est de délirer avec ma mère. Et avec mes frangins. J'irais pas quand on était à table parce que c'était toujours moi qui prenais plus cher. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui me manquent au final. Qu'est-ce que tu préfères entre vivre à Shanghai ou à Montpellier? Au Shanghai direct. Qu'est-ce que tu préfères entre manger entre un mango sticky rice et un cochon riz ou bien un haricot rouge riz et un flan coco? Moi, je t'aurais dit flan coco avec rouge parce que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas mangé. Tellement longtemps. Tu préfères quoi entre taper dans le sac ou bosser dans l'artistique et la créativité? Ouais, taper dans le sac avec un bon équilibre, je pense. Le temps avec Charlotte ou le temps avec la famille? Putain, c'est dur. Je dirais la famille. Parce que la famille, c'est la famille, ça changera pas. Vivre à Shanghai ou manger tous les jours des haricots rouges, riz, flan coco? Et à Shanghai. Et taper dans le sac ou passer du temps avec la famille? Famille. Vivre à Shanghai ou passer du temps avec la famille? Famille. La famille Ouais, remporte la famille. le duel. Non, oui. Ça a été quoi ton process pour réussir à maîtriser un petit peu le thaï? Alors déjà, c'est toujours mieux quand t'es sur place. Parce qu'on t'interroge et compagnie, c'est beaucoup plus interactif. Mais moi, mon process, c'est déjà d'une, je mets pas la pression. Je mets pas la pression parce qu'en fait, déjà d'une, ça sert à rien et ça va me faire perdre perdre pied, on va dire. Je me dis, écoute, comment on dit bonjour, comment on dit merci, surtout comment on dit excusez-moi, déjà c'est la base. Maintenant, je pars du principe que c'est contextuel. Quand on apprend le thaï, c'est marrant, c'est très intéressant, on apprend avec la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est une grosse partie de la culture. Et moi, je me dis, pas de pression, je me la fais tranquille, genre, et contextuelle. Je me dis, écoute, là, la marche en glace que j'ai checké, il vient tout le temps, tu vois, genre, il m'a filé son numéro de téléphone, super cool le mec. Quand il entend la musique, il dit, ok, la Big Cat qui va venir, je vais lui prendre 2-3 glaces, il va être content. Et ça va faire, je dis pas ça va faire sa journée, mais au moins on aura échangé des sourires. Et là, des fois, il me parle thaï, et lui, il me parle thaï quoi qu'il arrive. Et là, quand je vois, je fais, ok, j'ai pas réussi à dire ça, ok. Je prends mes bouquins, je regarde, je prends le chat GPT, je regarde, je fais, ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment un apprentissage actif. Exactement, ouais, c'est ça. J'ai vu que tu avais des compétences en Unreal Engine 5. Ouais. C'est quoi, c'est le moteur de Fortnite, hein? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Là, c'est marrant que t'en parles parce que je me suis dit, dans l'animation, je pense qu'il y aura un gap qui va se faire avec le temps. C'est, pour recroiser les infos, maintenant avec l'IA, tout le monde fait les choses rapidement. Ils veulent tous ces trucs rapidement. Ça, par contre, pour revenir sur le truc, ça me fait peur. Parce qu'en fait, je travaillerai avec des outils beaucoup plus rapides, mais c'est pas pour ça que tu vas me payer plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si sur un point de vue journalier, en tant que freelance, en 3D, t'as 400 €, je vais te faire ton truc en 3 jours, alors qu'à la base, je te le fais en une semaine avec les nouveaux outils. Tu vois? Là, le gap, il va vraiment se casser, tu vois. Et c'est un peu relou. Ouais, et j'utilise Unreal. Unreal, il est extrêmement cool pour les rendus. Et là, je me suis rendu compte d'un truc pour mon dernier film que j'ai fait avec Unreal.
mon process de création, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils s'en foutent. Parce que, en fait, avec ce lavage de cerveau Insta, que tu regardes plein de vidéos et que t'es toujours en mode scroll, les gens, ils s'en foutent de la qualité. Toi, t'es en mode qualité, parce que t'es pro, ouais, c'est comme ça, c'est la qualité. Et à moi, tu te rends compte que le travail que j'ai fait sur Alpha GI, mon film, j'ai fait un truc que je kiffe, mais en fait, j'ai changé mon process et je me dis, en fait, ça marche très très bien. Et puis, c'est cool, en fait. Et puis, non. Et Unreal, il est vraiment balèze. Vraiment cool. Et je pense que dans peu de temps, les entreprises en France, là, d'ailleurs, je sais pas si tu connais les Debug, ils y sont mis déjà. Ils y sont mis tranquilles. Mon pote Sam, il travaille avec eux. Il m'a dit, ouais, ils y sont mis là. Ils galèrent un peu, mais ils y sont mis quand même, tu vois. Genre, ça, c'est cool. Mais c'est de m'apprendre. C'est vraiment un game changer quand on a vu ce qu'ils ont réussi à faire avec Fortnite, puisque Unreal, bah ça appartient, enfin c'est Fortnite qui appartient à Unreal. Oui, par exemple. C'est incroyable. Ils vont vraiment dans l'innovation. Hein. Fortnite, c'est vraiment le jeu, je pense, le plus joué au monde. Ouais. Et quand on voit comment est-ce qu'il évolue, ça veut dire qu'il est tout le temps, en fait, ils sont tout le temps dans une optique d'évolution, d'amélioration. Et du coup, bah, ça impacte aussi le moteur Unreal. Et en plus, quand tu vois qu'il est gratuit, à partir de 1 million, à partir de 1 million, tu dois payer des trucs. Alors les mecs, s'ils te disent à partir de 1 million, tu dois payer, ça veut dire que ton truc, il est vraiment balèze. Ouais. Bah. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que Unreal, tu peux utiliser toute la puissance d'Unreal jusqu'à ce que tu as atteint un chiffre d'affaires de 1 million. Exact. Surtout. Alors je sais pas si c'est les chiffres d'affaires, mais c'est ton film, mais je pense que c'est pas si c'est ton film. Alors peut-être qu'il faut des précisions par rapport à ça, mais moi j'ai compris film. C'est plus logique. Tu fais ton film, il est au box-office, je sais pas, il est sur Amazon Prime, je sais pas. Tu fais des sous, bah tu leur dois des trucs. Bon. Je trouve que c'est franchement. C'est intelligent. C'est intelligent. En fait, ils ont fait la même chose avec Fortnite. Ça veut dire que Fortnite, il est gratuit. Ouais. Et tout ce qu'ils font payer, ce sont des skins. Ça veut dire que si les gens, ils veulent du décor, et bah à ce moment-là, ils l'achètent. Ouais. Et je savais pas qu'ils avaient fait ça aussi sur leur moteur Unreal. Et c'est pour dire qu'en fait, ils vont vraiment de l'avant. Un contre-exemple, c'est Call of Duty. Bon, bah ça, c'est la catastrophe. Ça veut dire que tous les ans, ils sortent un jeu qui est identique. Ils font réellement un copier-coller. C'est vrai. Et après, ils le pondent à 90 €. C'est vrai. Mais sans innovation, sans rien, sans écouter non plus les joueurs. Alors que Fortnite, c'est tout l'inverse. Ouais, non, je suis d'accord, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça dépend de la cible. Alors je joue pas trop à Fortnite, mais de ce que j'ai pu entendre, c'est très je sais pas, peut-être la cible, c'est peut-être n'importe quoi, 10-18, un truc comme ça, la cible. Ils sont plus jeunes, ils sont plus les joueurs de Call of, c'est des yeux, tu sais, c'est des gens comme toi et moi, tu vois, genre on est là, on veut fraguer, tu vois, genre on s'en fout, on veut juste fraguer, tu sais. Et je pense que la cible est différente, donc c'est pas si déconnant que ça, quoi. Pour conclure, l'histoire de Gary est une véritable source d'inspiration pour quiconque aspire à vivre ses rêves et à s'ouvrir au monde. Son expérience en Thaïlande nous montre que sortir de sa zone de confort peut mener à des opportunités incroyables et à une croissance personnelle inestimable. Que ce soit en apprenant une nouvelle langue, en s'adaptant à une culture différente ou en relevant les défis professionnels à distance, Gary incarne la détermination et la passion. J'espère que ce parcours vous aura motivé à poursuivre vos propres ambitions et à envisager les possibilités infinies qui s'offrent à vous lorsque vous osez prendre des risques. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure et souvenez-vous, le monde appartient à ceux qui osent. Et non pas à ceux qui se lèvent tôt. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaille, tout comme un pas de taille parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement de nous rejoindre avec le lien dans la description. Ce sera l'occasion idéale de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak. Alors attention car les interviews sont réservées uniquement aux passionnés avec
avec un projet de vie personnel ou professionnel à partager, et non à ceux qui comptabilisent leurs aventures nocturnes comme on compte les grains de riz. Donc si vos conquêtes sont plus nombreuses que les touristes sur Khao San Road, eh bien passez votre chemin comme un tuk-tuk dans la nuit de Bangkok.